et je pensais que j'allais m'en remettre quoi, comme j'avais réussi à le faire, la fois d'avant. Et en fait, c'était lorsqu'on est rentré en Suisse, on a fini notre séjour à La Réunion et il a fallu commencer à repartir, courir, à commencer à se remettre et tout, et puis quelque chose était cassé quoi. J'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie de partir courir, plus envie de faire du sport, et progressivement ça s'est venu comme ça s'est installé un peu de manière sournoise, je l'ai pas vraiment vu arriver, et puis je me suis retrouvé au mois de mars, avril, en dépression, au fond de mon lit, à plus vouloir bouger, à plus vouloir rien faire, et c'en était trop. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode exceptionnel David Hauss, un invité très rare en podcast. Ancien triathlète de haut niveau, remarqué notamment pour sa 4e place lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, David s'est ensuite consacré plus particulièrement au trail, où il a rapidement obtenu des résultats remarqués. Sa carrière en trail a connu des moments plus délicats, notamment marqués par une erreur de balisage lors de la Diagonale des Fous 2019 qui l'a mis en difficulté. Il se présente sur cette même Diagonale des Fous 3 ans plus tard, après une intense préparation et avec d'importantes ambitions. Une édition malheureusement marquée à nouveau par un problème de balisage et son abandon dans un état de profonde colère dont il ne se remettra pas. Cette désillusion a entraîné chez David une profonde dépression, l'amenant à remettre notamment en question sa relation à la compétition. Après avoir progressivement sombré, David a pris la décision de se retirer du sport de haut niveau. Après une année délicate, il a réussi à retrouver peu à peu la flamme avant d'annoncer récemment son retour progressif à la compétition avec des ambitions et des objectifs personnels repensés. Son témoignage, riche de sincérité, explore ses luttes internes et son chemin vers la guérison et l'acceptation. Je tiens à remercier David pour sa confiance à venir évoquer ce sujet sans tabou et sans filtre dans Course Épique. Mais je ne vous en dis pas plus. David va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Diagonale de Flou. Salut David. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel et 142e épisode de Course Épique. Ça commence à faire un petit moment. Comment ça va ? Ouais, ça va super. Écoute, j'arrive juste de courir, je suis juste dans les temps, donc belle journée, bon début de journée, tout va bien. Un épisode qui s'annonce sous les meilleurs cieux. David, on enregistre cet épisode le 11 avril et le 11 avril, figure-toi, c'est la date d'anniversaire de Nicolas Karabatic, le handballeur français éminemment célèbre qui célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Lui, il a des petits rituels avant ses matchs. Je vais les partager avec toi. Un jour de match, il va prendre une douche à l'hôtel ou chez lui, ce qui est plutôt rassurant. Après, il enfile son slip fétiche, le même toute la saison, peu importe la marque. Après, quand ses partenaires descendent du bus et attrapent leur sac côté trottoir, lui fait toujours le tour pour récupérer le sien. Avant de pénétrer dans la salle, Nicolas il prépare ses chaussures avec minutie, il colle ses bandes élastiques avant d'enfiler sa tenue parmi les derniers. Il s'échauffe toujours sur la même partie du terrain près du poteau gauche. Et pendant la Marseillaise, quand c'est l'équipe de France, il adresse un clin d'œil à la caméra pour sa maman. Tout ça avant de se plonger dans le match. Est-ce que toi, tu as un rituel d'avant-course qui est aussi sophistiqué que le sien ? C'est vrai que ça en fait beaucoup, mais non, absolument pas. J'ai pas du tout de rituel d'avant-course. Je me lève quand je me lève, en fonction du départ de la course, et puis voilà, je Pas de m'organise en gris-gris, pas de fonction. Non, porte-bonheur. non, vraiment pas. Et puis depuis le début, j'en ai jamais eu. Je suis pas superstitieux ou quoi que ce soit, et non, non. David, on va commencer avec une question traditionnelle d'ouverture de podcast. Je vais te faire un peu travailler, je vais te demander de te présenter, mais il y a une contrainte. Tu ne peux pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de toi qui ne concerne pas à ce stade le sport dont on aura l'occasion de parler bien plus tard? Tu as le droit à tout le reste. C'est carte Ok. blanche. Bah écoutez, moi je suis David Hauss, j'ai 40 ans comme Nicolas cette année, on est de 84 tous les deux, je l'apprends. J'habite en Suisse, j'ai 3 petits garçons, je suis marié à Mélanie depuis 12 ans et je suis originaire de l'île de la Réunion, et ça fait maintenant un petit bout de temps que je suis en Suisse. Et puis Une passion secrète passion secrète, ou ouais, un centre d'intérêt. j'ai plusieurs passions. Je fais du pain le matin, le samedi matin, il m'arrive à aller faire du pain. C'est une chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais plus petit.
Lorsque je suis venu, habiter en métropole, j'étais dans le sud de la France et il y avait ces villages un petit peu, provençaux avec le boulanger et je me rappelle mon entraîneur habitait, à l'époque à Bagnols-en-Forêt et le boulanger de l'époque était parti à la retraite et je m'étais posé la question déjà, je devais avoir, 20 ans, si si j'allais pas un jour prendre sa place et voilà et ça fait quelques mois maintenant que j'ai repris le fourneau ici en Suisse parce que, bah, le boulanger était aussi parti à la retraite, donc j'ai dit: «OK, allez, je veux bien tenter le coup». J'ai appris comme ça un peu sur le tas, mais ça, c'est des choses que j'aime bien faire, j'aime bien ouais, j'aime bien, lire aussi, j'aime bien partir avec les enfants dans la nature, avec ma famille, voilà, j'ai plein de petites choses, ouais. Il reste pas beaucoup de temps quand on met du sport Ouais à haute et intensité surtout dans tout si ça. si on doit pas en parler à la présentation, Exactement. c'est vrai que Ouais, d'un ah d'un bah, ça laisse coup pas mal de choses. Parfois, ouais, les invités sont un peu démunis, mais c'est vrai, il y a plein de choses à partager avec nous. ouais. David, on va remonter le temps ensemble. Quel souvenir tu gardes de ton enfance, donc à La Réunion, de quoi était fait ton quotidien? C'était quoi tes plaisirs au jour le jour? Ouais, effectivement, mon premier souvenir, je l'ai eu à La Réunion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas né à La Réunion. Je suis arrivé là-bas, j'avais 1 an, donc effectivement, mes premiers souvenirs, remontent à ce moment-là, enfin un peu plus tard effectivement, mais ouais, je me rappelle avoir une enfance très très heureuse, très portée sur la mer. J'avais mon papa, ma maman qui faisaient, du windsurf à l'époque. C'est pour ça qu'ils sont partis là-bas, enfin en l'occurrence mon papa, il en faisait beaucoup et un jour, il est rentré, on a dit: «Allez, on part habiter en métropole». C'était en 85, on avait 1 an avec ma sœur jumelle et nous, on a grandi, voilà, bah, dans cet univers-là de je me rappelle passer beaucoup de temps sur les plages, très ventées parce qu'on attendait qu'ils finissent ses sessions et avec tous les autres copains et puis, voilà, on a formé un noyau comme ça et donc assez rapidement, j'ai été tourné vers la mer. J'ai commencé le surf assez tôt, le skate et puis forcément la natation parce qu'on voulait, bah, avoir un minimum de sécurité, être à l'aise dans l'eau et puis on a commencé, enfin avec ma sœur, à nager dès l'âge de 5 6 ans, je crois et puis finalement, c'est ce qui m'a plu, ce type d'effort. J'ai continué les 2, mais un petit peu plus tard, j'ai bifurqué sur la natation, l'esprit de compète et tout, c'est ce qui me plaisait, dépassement de soi et puis voilà donc beaucoup de soleil, beaucoup de mer et puis, des bons moments, ouais. Pas malheureux, j'ai l'impression, David. Ouais. Non, ça va ça avait l'air bien ton enfance. Mmh mh. Comment, tu as trouvé ton chemin là jusqu'au triathlon? On a compris donc la natation, elle a trouvé sa place, assez vite. Comment tout le reste ensuite s'est imbriqué? De quelle façon tu as le souvenir d'avoir découvert, cette discipline-là? À l'époque, le triathlon était une discipline vraiment neuve. On était au début des années 90. Moi, j'avais, bon, 6 ans, 7 ans et là encore, j'avais mon papa qui avait des petits problèmes au dos et qui voulait, bah, changer un peu d'activité. Le jour, on en a reparlé l'autre fois et à la fin d'une session, il voit des mecs passer en courant, à Saint-Leu là-bas, c'était sur la côte ouest de l'île, des mecs partir en courant pieds nus et tout. Il se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» et il va voir un pote à lui, qui participait à cette course. Il lui a dit: «Ah bah là, je suis en train de rentrer, il me reste 20 bornes à courir et tout, c'est une discipline de ouf et tout» et lui, bah, il est tombé un peu, fou de ça et il s'est mis à pratiquer le triathlon, début des années 90. C'était un des pionniers là-bas. Il y avait des épreuves où on faisait venir les internationaux, des athlètes de renom et puis, on a commencé à les accueillir, à partager avec eux et puis voilà, j'ai grandi naturellement, je faisais de la natation et puis je voulais faire comme eux, quoi. Je voulais courir, je voulais aussi rouler, je m'amusais à jouer au triathlon, dans ma rue chez moi à La Saline là-bas, avec mes copains que j'invitais à la maison. On jouait au triathlon, on nageait dans la piscine, on prenait le vélo, on faisait des allers-retours et après on courait et donc ça a été assez naturel et puis j'ai grandi, j'ai commencé à faire les crosses au collège, je les ai gagnés un par un, 12 sur 12 et là on s'est dit: «Waouh, il y a quelque chose, j'ai envie de percer, j'ai envie de continuer dans cette voie-là» et assez tôt, donc ouais 11 ans, 12 ans, je me suis dit, «Un jour je veux tenter ma chance, je veux partir, en métropole», assez tôt, hein. Je me suis dit: «Allez, va pas falloir rester ici à La Réunion, va falloir aller voir du pays, aller tenter le coup» et puis quand j'ai eu l'âge, un peu plus tard, donc là j'ai commencé un peu plus à sérieusement à faire du triathlon, à m'entraîner plus régulièrement, bien que la natation restait ma discipline de prédilection et voilà et puis à 14 15 ans, je suis parti faire des championnats de France, sans trop savoir, ce qui m'attendait. Je fais 5e en minime, je crois et puis là, je me fais repérer par un pôle en métropole et puis, j'ai dit: «Allez, let's go, on y va, on tente le coup». J'avais 14 15 ans.
C'était à Montluçon, hein, si je dis pas de bêtises, le pôle espoir de Montluçon. Ouais, exactement. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de faire ce saut, enfin de quitter les tiens et puis de venir en métropole, ou est-ce que tu étais tellement porté par ton envie d'aller au bout, d'aller te pousser, d'aller explorer la performance aussi loin que possible, ça c'était suffisant pour que tu partes sans regarder derrière toi? Non, j'étais vraiment motivé à l'idée de partir. J'étais prêt à laisser ma famille, mes copains, enfin tout ce qui m'attachait à La Réunion pour partir, et puis tenter ma chance. J'étais vraiment, voilà, focus sur les Jeux olympiques déjà parce que j'étais, déjà tout petit, j'aimais regarder le sport à la télé, je suivais tout, je me rappelle Barcelone, j'étais encore petit, mais je me rappelais me lever la nuit, regarder ne serait-ce que les combats de Tyson ou enfin, ouais, plein d'épreuves. J'ai toujours, suivi ça et ça m'a toujours guidé en me disant: «Waouh, c'est incroyable les émotions que ça procure, j'aimerais un jour arriver à ce niveau-là». Donc je savais plus ou moins que ma voie était tracée, mais après effectivement je savais pas vraiment où j'allais tomber. Montluçon, je connaissais pas trop, j'arrive là-bas et puis, bon là, c'est vrai que ça a été assez compliqué au niveau de l'acclimatation, j'ai pas forcément ouais, je l'ai encaissé, disons que je savais pourquoi j'étais là-bas. Je m'entraînais, on s'entraînait dur déjà, mais je me rappelle, ouais, plusieurs, fois dans mon lit le soir, pleurer, être en manque de mes parents, mais voilà, je gardais ça pour moi et je savais où je voulais aller. Mais clairement ça m'a forgé mon caractère et voilà. Mais bon, ça a été compliqué, si bien que l'année d'après, j'ai pas voulu y retourner. 80 on était en 99, on est passé en 2000, c'était le début des jeux, à Sydney et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, pour moi maintenant, peut-être que je peux continuer à La Réunion» et puis après j'ai eu la chance de partir, d'aller ailleurs. Ton approche de la performance, est-ce qu'elle était d'abord orientée sur ton propre dépassement, ou est-ce qu'il y avait cette notion d'être devant les autres? Comment est-ce que toi tu l'envisageais? C'était une question par rapport à toi, ou globalement relativement aux autres? Non, déjà depuis tout petit, j'ai été, je m'interrogeais sur les capacités que je pouvais avoir, jusqu'où je pouvais aller, m'entraîner. On s'est toujours, beaucoup entraîné, j'ai toujours, aimé m'entraîner, j'ai jamais trop, rechigné à la tâche parce que, je voulais voir où je pouvais aller et aujourd'hui encore, à 40 ans, je continue parce que je me demande où je peux aller, où est-ce que je peux aller et donc non, non, ça a été, avant tout, ouais, quelque chose de ouais, d'individuel, de savoir où est-ce que je pouvais aller, quoi. Comment est-ce que toi, dans ces années-là notamment, et puis peut-être depuis, tu vivais la relation à ton encadrement, au coach que tu pouvais avoir autour de toi, en tout cas à ton écosystème de performance? Est-ce que c'était indispensable? Est-ce que tu avais le sentiment d'être aussi très autonome dans ce que tu avais envie de délivrer sur les préparations et autres? Ou est-ce que tu avais besoin de ce socle-là? C'était essentiel pour toi? Ouais, ouais, j'avais vraiment besoin de gens autour de moi pour m'encadrer. Ouais, j'étais un peu lâché au milieu de la nature. J'avais pas mes parents, donc c'était assez compliqué. Donc il m'a fallu avoir ouais, c'est mon coach qui prenne un peu ce relais de père et en fait, c'est lorsque je suis parti, après Montluçon, donc je suis allé au pôle France à Boulhoris dans le Var et là, je me suis vraiment établi. Voilà, je ne suis plus là-bas. C'était un endroit qui me plaisait, qui était ouais, bien pour s'entraîner et puis j'ai rencontré des personnes sur qui vraiment je pouvais compter et qui continuent encore ouais, je continue à échanger avec eux et continuent à me driver ou en tout cas, à m'orienter et non et c'est eux qui m'ont formé, notamment, bah, les coachs et puis le groupe d'entraînement. On était, une dizaine d'athlètes, j'étais le plus jeune et du coup, bah, tous ces athlètes ont formé une bonne équipe et puis, voilà, ils m'ont bien aidé dans mon développement personnel, en tant que sportif, en tant qu'homme, ouais. Avec des résultats sportifs qui ont été très vite remarqués, notamment avec 2 titres de vice-champion du monde en 2021 et 2023 chez les juniors, c'est ça? Ouais, assez rapidement, en fait, je me suis, comme je disais, assez vite, établi à je ne suis plus là-bas et dès lors que, bah, tout se passait bien, j'ai commencé à franchir des caps à l'entraînement, puis en compétition assez rapidement. Voilà, l'équipe de France junior, un premier titre de vice-champion du monde, puis un second, puis là, on rentre vraiment dans le grand bain. On commence à passer avec les élites et puis voilà, on se rend compte que ça y est, c'est lancé. Mais il m'a fallu malgré tout quand même beaucoup de temps avant de passer le cap. J'étais un athlète qui performait sur des objectifs, mais j'avais encore du mal à être régulier tout au long de l'année et c'est vrai que ça m'a pris quasiment 10 ans, c'est ce que je raconte, quasiment 10 ans pour, vraiment être régulier à plus haut niveau et puis pouvoir s'établir, au niveau olympique et donc ouais, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas et puis, ça a été un peu l'histoire de ma carrière et à chaque fois j'ai su en fait,
me relever pour repartir et puis refranchir des caps et donc voilà. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut aimer indifféremment les trois disciplines du triathlon? Est-ce que toi, tu avais une appétence et puis un talent ou des capacités en tout cas plus naturelles pour certaines de ces trois disciplines ou est-ce qu'il faut les traiter de la même façon et puis les aimer de la même façon? Ouais, je pense qu'il faut aimer s'entraîner pour faire du triathlon. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures de travail. Après, non, on participe à une épreuve qui comprend 3 sports et puis, au début, je me rappelle, j'aimais pas trop faire du vélo, notamment quand il faisait froid, il fallait partir. J'étais pas trop habitué à ça. J'aimais pas ça, mais bon, j'y allais quand même. J'ai beaucoup nagé, mais je pense pas que ce soit le sport qui ouais, où j'étais le plus doué. Je pense que c'est vraiment la course à pied où je me suis révélé et puis, bah, j'ai décidé d'en faire la priorité dans mon approche, en fait, de la performance, de vraiment miser sur mon point fort pour, tenter de décrocher les meilleurs résultats et puis, je me suis, ouais, beaucoup investi, dans cette discipline, en délaissant les autres parce que j'ai pas un profil vraiment explosif, je suis assez, voilà, je j'ai pas un profil trop explosif et du coup, il fallait que je réfléchisse à comment pouvoir, bah, Endurant, dur au mal plutôt, c'était ouais, ça tes voilà, qualités? c'était plus ça. Il fallait que je pouvais, imposer un gros train, un gros tempo, mais j'avais du mal à changer de registre et donc le but, c'était de partir, d'entrée de jeu et puis d'essayer de durcir la course comme ça et puis de pouvoir décrocher les mecs, avant le final parce que je me faisais souvent avoir dans le final donc c'était une bonne, des bons souvenirs, ouais. On l'a compris, le Graal sportif était pour toi donc les Jeux Olympiques. Tu as eu la chance de participer notamment aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, auquel tu as fini à une quatrième place. Et si on devait se parler aujourd'hui du sentiment que tu éprouvais à l'époque sur la ligne d'arrivée et celui que tu ressens aujourd'hui là quand tu regardes 12 ans après cette course, qu'est-ce qui a changé? Non, j'éprouve beaucoup de fierté à ce résultat-là. Ça a été surtout le process d'arriver sur cette ligne de départ qui a compté. Il a fallu, je l'ai dit, 10 ans pour arriver à ce niveau-là, mais les 2 dernières années, 2010-2011, je sentais que j'étais capable de faire quelque chose de grand. Je faisais des bons résultats déjà sur le circuit, j'avais gagné des courses et tout, et donc je me suis dit: «Il faut parvenir le jour du départ de la course à être, voilà, d'être au top et d'être en capacité de pouvoir gagner la course». Et je me rappelle avoir, enfin avec les coachs, c'était mon père qui m'entraînait de se mettre dans cet état d'esprit où voilà, on craignait rien et puis on était prêt à aller jusqu'au bout pour le plus beau des résultats. Et je crois que ça a été ça le jour du départ. J'étais sur la ligne de départ en me disant: «Bah là mon gars, tu as tout fait tout fait, dans ta préparation, tu pouvais pas faire plus» ou en tout cas vraiment, j'étais, confiant et puis, voilà, après quatrième, bon sur le coup, c'est sûr, bon, on pense à la médaille, mais quand on revoit la course, on avait à l'époque, 3 phénomènes, les frères Brandly, Gomez, qui sont un peu comme Djokovic, Nadal ou Federer en tennis. À chaque fois qu'ils étaient là, ils faisaient 1-2-3 dans un sens ou dans l'autre. Et nous, on était entre 4 et la 12e place à se valoir, on une dizaine d'athlètes comme ça et puis donc ce jour-là, j'ai vraiment réussi à élever mon niveau, à faire quatrième et puis, en plus, je partage la course avec mon pote de toujours, Laurent, Mhm. qui lui fait cinquième et donc ça a été des souvenirs vraiment forts et puis, non, un objectif, réussi, abouti et j'en suis fier, aujourd'hui, ouais. 2012, c'est une année qui a été aussi importante sur un autre registre, Mmh. puisque tu t'es marié avec Mélanie, ta femme, donc aujourd'hui depuis 12 ans, qui est elle-même, enfin, qui était triathlète professionnelle suisse. Est-ce que c'était essentiel pour toi d'avoir quelqu'un qui puisse avoir les meilleures clés de compréhension de ton engagement sportif et réciproquement? Est-ce que c'était déterminant? Ouais, absolument, ouais. C'est vrai que c'était déterminant. C'est connu, on a eu la chance de se connaître sur le circuit, plus tôt. Lorsqu'on était déjà chez les juniors, on s'était rencontrés une fois ou 2 et puis, c'est moi qui ai été, la voir et puis, au début je On veut tous savoir du premier bisou. ouais, Non, ouais, non, non. c'est ça et j'ai ramé au début, j'ai continué, puis finalement on s'est mis ensemble en 2009. En fait, dès lors que j'ai commencé à avoir des résultats, ça coïncide avec cette époque où on a commencé à se fréquenter et j'ai trouvé en elle, voilà, enfin, j'ai réussi à m'apaiser, à trouver, quelqu'un sur qui m'appuyer, peut-être c'est ce que ouais, j'étais en manque, je pense, de ça, sur mes premières années et puis voilà donc et puis effectivement elle comprenait bon l'investissement qu'on pouvait mettre dans notre pratique et puis elle a arrêté en 2012 parce que, bah, voilà, c'était le temps pour elle d'arrêter. Elle a raté les Jeux de Londres, elle voulait passer à autre chose. On s'est mariés, quasiment dans la foulée des Jeux et puis voilà, elle m'a supporté encore 4 ans jusqu'à mon passage au trail
ouais, ouais, aujourd'hui encore, c'est quelque chose d'important qu'elle comprenne et puis qu'elle sache, voilà, ce que c'est, quoi. Le trail, tu viens de l'évoquer, David, il a été présent déjà en filigrane dans ta vie avec des premières courses à partir du début des années 2010, notamment Mmh. 2013. Est-ce que c'était pour toi un moyen d'exprimer ton appétence et tes qualités sur la course à pied? Est-ce qu'il y avait déjà une espèce de réflexion de préparer l'avenir ou de te tester un peu ce sport-là pour voir ce que tu ressentais et te dire que ça pouvait être peut-être le deuxième prolongement de ta carrière sportive pourrait s'envisager dans le trail? C'est une façon de l'éprouver? Oui, 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 le trail, ça remonte à longtemps aussi pour moi parce que, bah, effectivement, venant de La Réunion, déjà quand j'étais petit, il y avait cette course-là qui traversait la Réunion, les gars partaient de nuit avec des sacs à dos, énormes et ils arrivaient dans des états pas possibles et je me demandais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là?» Et puis bon, Avec ça fascination? C'était ouais, ça avec donc? fascination, ouais, ouais, vraiment en me disant: «Waouh, un jour j'aimerais bien faire ça». C'était des surhommes, quoi et ça m'attirait en fait déjà de partir parce qu'on randonnait quand même beaucoup et de le faire un jour. En fait, j'avais 2 rêves quand j'étais petit, c'était de faire les jeux olympiques et de faire le grand raid. À La Réunion, on dit grand raid diagonale, hein, c'est diagonale des Mmh Fous mh. et de les faire et donc ouais, Il dans faut que ma tu trouves un troisième rêve maintenant, David. ouais, faut que je trouve un troisième rêve, ouais. Mais ouais, pour revenir à cette histoire-là, c'est vrai que tout petit, je les voyais. Puis, dans ma préparation, j'avais la chance de repartir, bah, à La Réunion, quasiment 3-4 mois de l'année quand c'était l'hiver en Europe pour aller m'entraîner et j'aimais bien intégrer des trails dans la prépa, bah, alors ils étaient pas très longs, mais ça faisait 20, peut-être 30 kilomètres maximum. J'en faisais un ou 2 et ça me plaisait bien, ça me changeait un peu, d'idée, enfin de voilà, ça me changeait un peu la façon d'aborder les choses et puis voilà et je me suis dit bah sûrement après ma carrière ça m'intéressait plus que de passer sur du trail que de faire du triathlon longue distance parce que le fait d'être en nature, voilà, de se retrouver dans des endroits magnifiques, c'est ce qui me plaisait, c'est ce que j'avais envie plus que continuer dans le triathlon où c'est un peu des courses en pleine ville et ça me correspond moins au final. Si on revient un petit peu au triathlon avant de basculer sur le trail, ce qui a dicté toi ton arrêt du triathlon, ça a été, est-ce que c'était un lien direct avec ta non-sélection au JO de 2016? Est-ce que c'est une lassitude plus globale? Est-ce que voilà, est-ce que c'est une décision que tu as prise de façon apaisée ou qui a été délicate pour toi? Ouais, c'était un petit peu tout ça. J'ai beaucoup poussé pour me qualifier pour les jeux de Rio. J'avais déjà, je sais plus 32-33 ans. J'avais, mon premier enfant qui avait 2-3 ans et ça devenait de plus en plus compliqué de s'investir autant dans l'entraînement, de partir, les voyages et puis, ça faisait, ouais, quand même déjà depuis 15 ans, presque 20 ans que j'étais à bloc là-dedans. Puis moi, les choses de la vie font que des fois, bah, ça se passe pas comme on veut, puis, l'approche des jeux a été compliquée pour moi à gérer. Puis, au final, je me fais sortir de la sélection au tout dernier moment sans trop enfin, savoir pourquoi. Alors c'est vrai que j'étais pas en forme, au mois de à 3-4 mois, non, 5-6 mois des jeux, mais bon, j'espérais l'être, au mois d'août, hein. C'était le d'être prêt le jour J et puis voilà, j'ai pas aimé comment ça s'est passé. Lorsqu'on il y a les jeux olympiques qui entrent en jeu, il y a plein de décisions qui nous dépassent un peu. On ne sait pas vraiment pourquoi elles sont prises, elles sont actées et puis, moi je suis quelqu'un d'assez cash, d'assez direct et puis, j'ai pas aimé comment ça s'est fait. Et voilà, c'était le moment de passer à autre chose. J'avais fait le tour un peu de la question. Je me voyais pas continuer, basculer sur du long. J'avais envie de courir, me repartir dans la nature, partir, longtemps sans changer de registre de course parce que voilà, des courses de 2 heures ou 1 heure à fond, ça suffisait. J'avais envie de partir, longtemps et de rentrer dans une gestion de course totalement différente. Le swimrun, il a trouvé sa place comment ensuite? C'était une transition en douceur? C'est où tu as voulu expérimenter avec un peu d'ambition la discipline ou c'était transitoire, tu l'as envisagé comme un complément? Non, c'était sans ambition, c'était vraiment, une épreuve, je trouve ça cool d'enchaîner, nager, courir. En plus, c'est une activité partagée, on est en binôme et du coup, c'est des émotions différentes et on s'est motivé avec Cédric Fleurton pour faire le championnat du monde, en Suède à Utilleux. C'était, je sais plus, bah, au moment où je passe sur le trail, je crois 2017 ou 2018, donc on s'était bien motivés, mais bon, c'était,
vraiment pas du tout préparé. On avait 7e place, c'est ça, je dis pas de Ouais, on bêtises? avait fait 7e. On avait fait 7e ce jour-là dans des conditions dantesques. C'était vraiment ce que je répète souvent, c'était il y avait un avant et un après cette course-là. On s'est levé le matin, les arbres étaient penchés, il faisait 10 degrés, l'eau était pareil à 10 degrés, la pluie, et ça a été 8 heures, 8 heures et demie de souffrance, mais en même temps ouais, de partage, de communion dans l'effort, dans le dépassement de soi. Ça a été vraiment quelque chose de. On est allé loin dans la douleur et c'était ouais, c'était incroyable. Je me rappelle les jours d'après, c'était comme si tu étais arrivé au paradis, le fait de rejoindre cette ligne et on était tellement calme et serein après, peu importe le résultat. Lui, il était un peu déçu parce qu'il espérait faire mieux. Moi, j'étais content de juste d'en terminer, mais oui, j'ai fait d'autres épreuves, des swimruns, à La Réunion, à Tahiti, un peu à droite à gauche. J'aime bien ça et je continue de le faire. Je trouve ça cool. J'en profite pour saluer Hugo Tormento, qui est double Ouais, champion du monde, qui est ouais, un très bon copain et voilà, avec qui j'ai passé un très bon ouais, moment dans le podcast aussi. ouais, un gars cool, ouais. David, avant qu'on bascule sur notre questionnaire de Proust, une dernière question pour toi. Donc là, la bascule s'est amorcée, notamment sur le trail. C'était indispensable pour toi d'être toujours dans cette démarche de haute performance? Ouais, parce que je pense que j'avais pas tout donné encore une fois et puis, bon, on sait que le trail, c'est souvent, maturité beaucoup plus tardive, bon, bien que le triathlon ce soit le cas aussi, mais, voilà, j'étais tout nouveau dans la discipline, j'avais beaucoup à apprendre, j'ai des partenaires qui m'ont fait confiance du passage au triathlon, au trail, donc j'ai continué d'être soutenu. J'avais vraiment envie de tenter le coup, à fond quoi et je l'ai fait pendant pas mal de temps, j'ai eu des bons résultats. Après j'ai manqué je pense d'être au contact, d'athlètes. Je suis, du coup un peu esseulé en Suisse. C'est la Suisse allemande, je parlais pas trop à l'époque, bon, toujours un petit jeu baragouine, mais ce qui faisait que je partageais pas les séances ou enfin, c'était un petit peu compliqué, l'intégration au début et donc j'étais assez seul dans ma pratique et j'aurais aimé avoir plus de conseils ou en tout cas de partage avec d'autres athlètes pour, comprendre des choses que j'ai compris, avec le temps. Mais voilà, après il faut se faire, sa propre expérience et puis, voilà, ouais. Merci beaucoup pour cette passionnante entrée en matière, David. On va passer maintenant au questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi, très philosophiques. Prépare-toi. Première d'entre elles, qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cette journée? Alors un jour parfait, déjà pour moi, il doit être passé dehors. On doit se réveiller dehors, ouais, c'est ça. On doit avoir passé une nuit dehors, donc se réveiller en pleine nature ou peu importe, une tente. J'aime bien ça, l'idée de se réveiller, ouais, seul, j'aime bien partir, solo comme ça, se réveiller le matin assez tôt quand les lumières, apparaissent et puis de marcher, relier un point A à un point B en itinérance sans forcément être attendu ou avoir d'impératif de temps pour se laisser du temps, apprécier, son chemin. Tu peux aimer ces moments-là, David, pardon, je t'interromps, ces moments Ouais. plus contemplatifs, tu peux prendre du plaisir? Ouais, j'adore en fait, finalement, je trouve que de plus en plus, vers quoi je vais. La compétition au final, c'est plus vraiment ce qui m'anime ou en tout cas ma priorité première maintenant, c'est de partir, de profiter de ces moments, d'être seul ou en partage, peu importe, mais de prendre du temps en fait pour les choses, de décider de partir à droite ou à gauche, peu importe et pas de se presser en fait. Plus de se presser, de prendre le temps et puis, donc, ouais, je dirais marcher, ça peut être courir ou faire du vélo, mais relié à un point, j'aime bien cette idée de voyage, de partir, à la découverte de nouveaux environs et puis donc, faire quand même une bonne session quoi, donc s'en mettre plein les jambes et puis après si je pourrais, ça serait finir la journée, j'ai la chance d'habiter près du lagon à La Réunion, un petit coucher de soleil sur la plage, devant chez moi au lagon à La Réunion, c'est notre moment en famille, partagé en famille et là, voilà, là ma journée est Avec un petit gueuleton et de quoi boire un petit coup ou pas parfaite. forcément? Ouais? Ouais, non, peu importe, D'accord. ouais, un petit swim souvent. Après, souvent, on fait ça à La Réunion. On part tôt le matin, on va courir, dans ma fat et tout. Après, on rentre, on va faire une petite natte au coucher du soleil et puis, on se cale sur la plage avec les amis, on boit une bière ou pas et puis, il y a les enfants qui jouent et puis là, c'est juste parfait, quoi. Merci David. Deuxième question pour toi, le trait de caractère que tu estimes le plus chez les autres? Je dirais être attentionné. J'aime bien que les gens soient dans le moment présent quand on leur parle ou quand on fait une action, que voilà, pas faire une chose 2 choses en même temps, mais prendre le temps de faire.
faire les choses et d'être avec son interlocuteur, d'être dans l'échange et voilà, ça je trouve que c'est important et c'est une marque de respect et puis ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Et que tu t'appliques à toi-même, donc j'imagine. Ouais, j'essaye de le faire en tout cas, ouais. J'essaye de le faire du plus possible. Alors après des fois c'est un peu plus compliqué, mais non, non, ouais, ouais, j'aime bien, prendre le temps, de vivre le moment avec la personne, que je avec laquelle je partage. Connecté. Ouais. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite de ta vie? Alors la chose la plus courageuse, bah, on va repartir à La Réunion. Je me rappelle, j'étais avec une copine, mon ex là-bas. On habitait, bah, pareil près du récif, près du bord de mer et puis, la nuit était tombée, et là on entend des bruits au loin, d'un homme, en danger, qui appelle au secours et tout et il faisait ouais, ça tombe assez vite la nuit et là on entend des bruits et puis, on se dirige vers la plage et on entend les bruits qui commence à forcer et on comprend qu'il y avait quelqu'un en détresse, plus loin, échoué sur le récif. Donc moi, ni une ni deux, j'enlève mes affaires, hop, je pars le chercher, c'était au moment des ouais, il y avait déjà pas mal d'attaques de requins, donc je me rappelle hésiter un peu. J'y vais finalement. Au bout de 15-20 minutes, je trouve un homme, un plongeur, je crois, un vieil homme assez lourd, ouais, échoué quasiment à prendre des vagues sur la tête et quasiment, inanimé et là je le trouve mais parce que, bah, ouais, il faisait nuit, j'ai eu du mal à le trouver et puis j'arrive tant bien que mal à le sortir, à le ramener sur le bord de l'eau et puis, je sais pas, ça a dû prendre peut-être, ouais, 1 heure, cette histoire-là et puis je reviens, vraiment épuisé et puis on laisse l'homme, sur le bord et puis on s'en va et c'est vrai que ça a été une chose, assez, bah, assez courageuse parce que, ouais, je trouve c'est la nuit et puis il y avait plein de coraux, il y avait les requins, en plus ça tournait pas mal là-bas, c'est vers Trois-Bassins pour ceux qui connaissent et ça a été après coup, ouais, je me suis dit: «Waouh!» Et il c'était s'en un est peu sorti? ouais, forcément il s'en est sorti parce qu'il je l'entendais, il était pas inconscient, loin de là. Si elle écoute cet épisode, en tout cas, qui m'écrive Ouais, guillaume@courseepic.fr ouais, s'il a un message à t'adresser, je te le ouais, transmettrai, ouais, David. merci. On va parler de ta course épique maintenant, la Diagonale des Fous. Je vais en planter le décor très brièvement, pas tant pour toi parce que je pense que tu connais assez bien le sujet, mais pour nos auditeurs qui connaîtraient peut-être un peu moins pour certains, cette course incroyable. Donc elle fait partie des 4 courses qui sont proposées dans le cadre du Grand Raid, avec différents niveaux, différents formats, au-delà de cette redoutable et emblématique Diagonale des Fous, le trail du Bourbon que tu connais bien, et ses 100 km, la Mascareigne et ses 70 km, en passant par le relais Zambrocal. Le parcours de la Diag compte 10 000 mètres de dénivelé positif et 165 km de course à travers forêts, rivières, canyons, cirques et pitons sur des sentiers de l'impossible dans la plus époustouflante des scènes sportives. Le parcours qui traverse l'île de part en part du sud au nord est considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diag est une véritable religion sur l'île de la Réunion. C'est pas toi qui vas me contredire, je pense, David. Ouais, ouais, non, là-bas, Donc, c'est incroyable. La Réunion, tout le monde vit pour ça et puis, il y a toujours on va toujours trouver quelqu'un d'une famille qui va participer, le cousin, le truc, donc c'est de plus en plus, on sent la pression monter les semaines, les mois précédant la course et déjà, voilà, les inscriptions sont lancées, on est en avril et là, ouah, ça en reprend encore. Non, c'est assez incroyable et ça demande, ouais, d'être vécu, d'y aller au moins une fois pour le vivre. j'ai le plaisir d'y aller là cette année. Enfin, en tout cas, en octobre dernier, j'ai entendu, ça m'avait surpris à la radio, des gens qui appelaient pour avoir les positions des membres de leur famille. Donc Ouais, voilà, on disait, je voudrais avoir le classement et la position du dossard 3127, c'est mon cousin, etc. Je trouvais ça génial de pouvoir entendre ça à la radio. Ça ouais. montrait un petit peu le rayonnement, en tout cas, à quel point l'île bat au rythme de la Diac pendant ces quelques heures. Donc le vainqueur, habituellement, il remporte la course après 23 à 24 heures de course. La barrière horaire pour les derniers, elle est fixée à 66 heures, soit pratiquement 3 jours de course. C'est je crois quasiment 24 heures de plus que l'UTMB ou pas loin, donc ça donne une idée avec des ratios qui sont sensiblement les mêmes de distance et de dénivelé, de l'engagement que requiert cette Diag. Donc pour beaucoup, en tout cas, c'est devenu une course à avoir vécu au moins une fois dans sa carrière d'ultra-trailer avec un Graal ultime qui est à rallier l'arrivée du stade de la Redoute à Saint-Denis. Donc c'est aujourd'hui à travers ta voix et tes mollets, David, que nous allons vivre cette course fascinante et plus particulièrement cette édition 2019 qui nous amène aussi un petit peu à parler de celle de 2022 qui ont été éminemment épiques pour toi. Avant ça, David, on passait un super moment, mais là, c'est le moment de la question qui pique. Et ça, c'est toujours le moment où ça se corse un peu dans les échanges. Ça va être un format de vrai-faux. On va parler de la réunion, mais pas de la réunion Lille, mais la réunion au travail. Voilà. Donc, j'ai trois D'accord. questions sur les réunions. Donc, j'ai une source quand même dans tout ça. C'est l'IFOP. Donc, je vais t'avancer 3 faits. À toi de me dire si c'est vrai ou pas sur la réunion. Le temps d'attention moyen dans une réunion, moyen, pardon, est de 52 minutes.
Je dirais faux. Bah, ça m'a paru beaucoup aussi. Ouais, ça Ça me m'étonne. paraît énorme. Alors, visiblement, c'est vrai d'après l'étude, mais il y a quand même un quart des gens qui admettent qu'au bout de, enfin, dans la première demi-heure, ils ont déjà décroché. Voilà. Ah ouais. Une belle Ouais. preuve d'honnêteté. Je pense qu'il y a un Ouais. petit peu plus que ça. Deuxième question, c'est vrai-faux. Un cadre sur 5 avoue s'être déjà endormi dans une réunion. Un cadre sur 5. Non, je dirais faux. C'est faux, c'est plus. C'est 1 sur 3. Ah ouais, c'est ça, hein. Ah, Ça j'aurais dit pionce pas. plus que la moitié. Ça pionce pas mal dans les réunions. Donc 1 sur 2, bravo David. La dernière question de ce vrai-faux, de la question qui pique. Les cadres passent en moyenne plus de jours en réunion qu'en vacances. Bon, j'ai dit 3 faux, j'avais 203, c'est faux, hein. Ah, c'est vrai. 27 jours. 27 jours. 27 jours en moyenne. Donc si on exclut les RTT, c'est plus que les congés payés, en tout cas français, avec 10 réunions en moyenne par semaine. Ah ouais, C'est ouais, énorme. alors? Ça fait pas envie. La réunionnite, on sait faire en France et c'est pas toujours très productif. Bon, David, t'oublies pas de m'envoyer un compte rendu bien détaillé de cette question qui pique, par mail. T'oublies pas de mettre en copie tous les auditeurs du podcast, bien sûr, pour qu'on puisse préparer la prochaine réunion et Ouais, débriefer de ce et qu'on vient de se raconter. une en-tête, l'en-tête en créole et puis le débrief en français. Je veux bien, Ah, absolument. C'est le minimum qu'on puisse faire. Merci beaucoup, David, de t'être prêté à l'exercice. Je l'ai évoqué tout à l'heure très brièvement, mais avant la diagonale, dont on va parler plus largement aujourd'hui, ton histoire avec le Grand Raid, elle s'est déjà écrite en 2003 et 2016 sur la Mascarène, puis le Trail du Bourbon en 2017, avec sur chacune de ces courses une victoire. Quel souvenir t'en gardes? Est-ce que toi, tu as une affection très particulière aussi pour ces 2 courses? j'en garde, ouais, des bons souvenirs, parce que c'était, pour moi, en fait, le chemin d'accès pour, un jour aller sur le départ, sur ce grand raid. J'aimais l'idée, un peu romantique de faire toutes les courses, de prendre le temps de le faire, de pas se lancer comme ça, d'une année à l'autre: «Allez, je fais le grand raid», mais de prendre le temps de progresser, de comprendre, voilà, de vivre les choses. Et j'ai fait 2 fois du coup tenté 2 fois la Mascareigne. Je l'ai gagné la deuxième fois, fait une fois deuxième. Ensuite, j'ai basculé sur le Trail de Bourbon, 2 éditions et puis, 2017-2018 que je remporte et 2019, bah, c'était un peu la suite logique, mais, voilà, tant désiré d'un jour de fouler ces sentiers. Donc, j'ai mis du temps, quasiment 5-6 ans avant de me lancer, mais, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'était quelque chose ouais, de réfléchi, de posé, de quelque chose de Une belle voulu, de construction, ouais. désiré quoi, Mm. vraiment, ouais, ouais, c'était quelque chose de fort et c'est pour ça lorsque j'ai préparé pour cette course, j'étais animé de quelque chose de fort et de vraiment motivant, quoi. T'as le souvenir d'avoir mis en place des choses particulières dans ta prépa alors là pour cette diag? Non, pas vraiment de choses particulières, mais l'intérêt que j'avais pour, d'être au départ c'était incroyable et mais je savais pas vraiment comment me préparer, en fait. Et je savais pas s'il fallait courir des jours, des nuits entières pour, faire ça. Donc j'ai fait comme je savais faire un petit peu et je me suis dit: «Bah, comme je suis comme de manière générale, je me dis: "Bah, ça passera, ça va passer"». Et c'était Ludo Pomeray qui m'avait dit: «Ah, souvent le 1er ultra, on le réussit parce qu'on s'attend à rien». Et c'était vraiment ça, je m'attendais à rien, je partais, pas ouais, la fleur au fusil, en tout cas, le bonheur de partir et voilà, ça allait me suivre toute la course et ça allait me guider, quoi. Parce qu'il faut le dire, c'était donc ton premier 100 miles à cette Ouais, occasion. 1er 100 miles, effectivement, 2019, ouais. Est-ce qu'il y a une pression ou une émulation supplémentaire, le fait de jouer à domicile? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que ça change des choses, toi, ou est-ce que tu traites cette course-là comme une autre course dans le monde? Ça a plus été le cas, en 2022, parce que j'étais beaucoup plus attendu. Là, je me lançais sur mon premier 100 miles, j'ai de manière générale, je sais gérer la pression. Je suis habitué à ça avec les grosses courses que j'ai pu faire en triathlon et tout et je me nourris de ça, en fait. Je me nourris de tout, enfin, l'engouement qu'on peut me porter, toute l'attente et tout, ça me porte malgré tout. Et donc non, non, je suis assez relax, à l'approche d'une course. C'est pas quelque chose qui va me freiner comme ça, T'empêcher de dormir. Mm. non, non, vraiment pas, quoi. Et ouais, non, non, c'était vraiment le bonheur d'y aller, quoi. Quel objectif on se fixe là quand on court un premier 100 miles? Qu'est-ce que toi t'avais en tête pour te dire ma diag, elle sera réussie? Bah, d'aller au bout. Vraiment, c'était vraiment ça l'idée, d'aller au bout. Je crois que j'avais même pas planifié de temps, ou peut-être on me l'avait fait pour moi, mais je voulais pas savoir. Je cours à la sensation, moi, je pars, je sais pas trop, j'écoute, le corps, j'écoute le feeling, les sensations du moment, les émotions qui parlent, et puis je me laisse guider, je me laisse porter. Ça m'a souvent bien réussi. Donc non, non, j'espérais juste aller au bout,
après, je suis un compétiteur, donc je sais que j'allais donner le maximum pour ça. Et puis, vraiment aller loin dans la douleur, dans le dépassement de soi. Donc, j'étais pro combat, mais c'était pas quelque chose qui pouvait me gêner, quoi. Tu jettes un œil attentif à la start list? Ça fait partie des choses que tu regardes de loin? Non, j'avais pas regardé sur cette première édition, je crois pas que j'avais regardé. Et c'est un peu tout le contraire encore une fois, on fera souvent le parallèle avec cette course, mais sur la deuxième, ma deuxième participation. Là, j'étais vraiment allé, ouais, dans un esprit de découverte, quoi. Est-ce que malgré tout, la sérénité dont tu nous as fait part, est-ce qu'il y a quand même, une part d'interrogation sur cette première DAG, sur ce premier 100 miles? Est-ce qu'il y a une chose qui te questionne? Ouais, j'attendais, de savoir où est-ce que ça allait pêcher, parce que je me rappelle les 2 éditions en fait, d'avant du Trail de Bourbon qui faisait 115 kilomètres. J'avais pas eu ce coup de barre, ou en tout cas où je m'étais écroulé, donc je me suis dit, je dois avoir 14-15 heures dans les jambes, 115-120 bornes, ça devrait passer. Et après voilà, bah, c'est l'inconnu, donc j'appréhendais ça, j'appréhendais ma fat, la fin de course, sans savoir. Mais bon, là encore, en me disant: «Bah, ça va le faire, si tu manges bien, si tu t'hydrates bien, il y a pas de raison que ça le fasse pas». Et puis, donc non, c'était un peu comme les jeux olympiques au final. J'étais sur la ligne de départ assez confiant, serein, en étant, ouais, je savais ce que j'étais capable de faire. Et puis, il fallait juste exécuter, bien mettre le plan en œuvre, et puis y aller, quoi. Sur la nutrition là que tu as évoqué, tu es de la même façon, très à l'instinct et aux sensations, tu t'écoutes ou est-ce que c'est quelque chose que tu, élabores avec, minutie? Habituellement, je m'écoute, mais là, on a décidé, j'avais des potes, enfin mon père qui ont fait cette course plusieurs fois, et on s'est tenu à un régime strict, ou en tout cas, à des timings précis d'hydratation pour manger et tout. Après, plus la course elle avance, moins tu les respectes, mais en tout cas jusqu'au début, jusqu'à la moitié de la course, j'étais bien dans le timing, et ça m'a bien aidé au final. Parce que souvent, bah, je pars un peu vite et tout, donc je suis un peu dans les tours et je manque, et je prends des coups de latte, et après je repars. Mais voilà, là, c'était l'idée de partir vraiment calmement, de faire ça bien, et puis, d'aller au bout, ouais. Ferme les yeux David, on est le 17 octobre 2019. Mmh. Il est bientôt 22 heures. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance sur la ligne de départ dont la réputation, n'est plus à faire? Là, ça y est, c'est ta diag, c'est le moment de te lancer. Quel souvenir tu gardes de ce moment? Et puis tes premières sensations sur les tout premiers kilomètres, comment tu vis ce moment? Écoute, je me rappelle, arriver sur le front de mer, quasiment une demi heure, 40 minutes avant le départ. Assez tardivement. Moi, j'arrive vraiment tout le temps en dernière minute sur la ligne de départ. Et là, la musique, je me rappelle les gars, les musiciens qui jouent sur le front de mer, et la musique me porte, et je danse, et je suis là, j'ai envie de communier avec les gens qui me reconnaissent, qui me motivent, les maloyas crasés, tout ça. Et puis, ouais, j'ai le sourire, j'ai la banane, j'ai envie d'y aller, et je me sens bien, je me sens à ma place. Et avec le bonheur de vivre, bah, d'aller vivre une aventure incroyable, quoi. Voilà. Et puis le départ a donné, et je profite. Il y a les 5 premiers kilomètres sur le front de mer, là où c'est rempli de gens, ça tape dans les mains, et je profite au maximum. Je me mets un petit peu en retrait, et puis, je profite, et j'emmagasine comme ça l'énergie, le bruit, le son. Et puis, parce qu'après assez rapidement on commence à monter vers le volcan, et là c'est la nuit noire, et il y a plus de son. Donc, je profite un max, je tape dans les mains, et puis, ouais, content d'être là, vraiment. La course, elle prend une drôle de tournure, pas très longtemps après, puisque sur le début de course, malheureusement, vous allez emprunter un mauvais chemin, suite à une erreur de balisage. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce qui s'est passé? Puis toi, ton sentiment à ce moment-là et les clés que tu as pu activer pour te remobiliser? Ouais, alors c'est vrai, le départ est donné. Comme je te dis, je me sens bien serein, calme, je me mets vite bien dans ma course, calé. Et puis là, on attaque les premiers contreforts, et puis je sais plus, moi je suis tant bien que mal, enfin non, plutôt, assez aisément. Et puis je me porte sur l'avant de la course, et puis il y a Diego, non, Jordi Gamito qui me rejoint, puis un Canadien, David Decker, et puis on file tous les 3 comme ça. Assez rapidement, au bout d'une heure de course. Et puis, comme je te dis, l'allure est cool, on est content d'être là. Et je sais, je me rappelle me dire: «Putain, là, tous les voyants sont au vert, là, c'est la nuit est lancée et tout, calme».
pense à bien boire, pense à bien manger et je me mets en troisième position comme ça et puis je me laisse guider, je me laisse, sans trop regarder où je vais, quoi. Et puis effectivement, au bout de juste avant le deuxième ravitaillement, on prend une bifurcation ou un petit endroit, il manque de balisage. Et là, je crois que c'était Jordi qui devait mener. Et on se met à redescendre, redescendre. Et puis moi, franchement, j'avais pas capté, quoi. J'étais là dans le flow, vraiment, vraiment bien, paisible et tout. Et au bout d'un moment, au bout de 30 minutes, je dis: «Ah les gars, c'est pas normal, on se rapproche des lumières alors qu'on est censé monter vers le volcan, c'est pas normal» et là, il y a le Canadien qui check sa montre parce qu'au final, tout souvent on me dit: «Ouais, mais tu as pas mis ta montre», mais tu mets ta montre, elle sonne à chaque intersection, ça sonne, donc au bout de 5 minutes, tu ne la regardes plus ta montre, donc tu sais pas trop. Et moi, je me cale en troisième et quand c'est la nuit noire, bah, tu suis les pas du gars devant toi, donc tac, tu en bifurques comme ça et puis au bout d'une demi-heure, il check le GPS, il dit: «Ouah non, on a fait, fausse route et tout, on doit tout remonter et tout», et 7 là, kilomètres de descente, c'est ouais possible? 7 kilomètres, ouais c'est ça, 7 kilomètres de descente. Nous, on était vraiment ceux qui sont descendus le plus loin et là, je me rappelle être pris d'un stress en me répétant: «Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible». Je me répète ça: «C'est pas possible comme ça». Et là, tous les voyants qui étaient verts et tout, là, tout passe au rouge, c'est l'énervement, la crispation. On essaie de repartir au sprint parce qu'on sait pas au final combien de temps vraiment on a perdu. On remonte comme ça à bloc, on était censé arriver au deuxième ravitaillement, tout de suite plus d'eau, plus à manger parce qu'on rationne vraiment, on prend le minimum, pour vraiment refaire les batteries à chaque fois donc tac, plus d'eau, plus rien à manger et tout, le stress et là tu te remémores, l'action et tu te dis: «Non, mais c'est pas possible, il y a eu un truc, ça va rentrer dans l'ordre» et puis, bam bam, tu continues, tu vois les faisceaux lumineux au loin et là tu comprends que, bah, tu es en milieu de paquet et qu'effectivement tu t'es paumé donc tac, je retrouve mon staff assez rapidement, au deuxième ravitaillement, on fait le point, on me dit: «Bah, là tu es 500e, écoute, il y en a tout le monde s'est perdu donc il y a pas grand-chose, voilà, et rien n'est joué, tout est à faire». On m'a calmé parce que j'étais arrivé vraiment énervé, on m'a posé, on m'a assis sur une chaise 5 minutes et en fait, là je me suis dit: «OK, tu perdu qu'1 heure» parce que je savais qu'au final on avait perdu 57 minutes exactement et là je me dis: «OK, bon, normalement» parce que là j'étais parti en fait dans la course en me disant: «Bon, bah, je pars avec les 3 premiers, mon but était, d'avoir la meilleure place possible». Donc je me dis: «Écoute, en 1 heure, il y a moyen de revenir podium» parce que, le podium souvent les 3 premiers ils se jouent en plus d'1 heure donc fais les choses bien et essaye de revenir et puis voilà donc je suis reparti comme ça en me disant, «Bon, c'est qu'1 heure, prends ce que tu peux prendre et puis remonte et puis fais les choses comme tu les faisais» et Donc j'ai assez rationnel finalement, tu as parlé d'une dimension émotionnelle assez forte, mais finalement tu as réussi à ouais, très vite ouais, la vraiment, tout contrarier par cette, ouais, vision-là plus analytique? ouais, vraiment assez rapidement, j'ai analysé les faits et puis je me suis dit: «OK, rien n'est perdu, tu continues et puis, vas-y maintenant il faut remonter, il faut montre de quoi tu es capable, de ce que tu peux faire et puis on sait jamais sur, devant ça peut craquer, ça peut abandonner et puis on verra jusqu'où ça peut aller». Et en fait, donc j'ai commencé à remonter, remonter, remonter. Les gens comprenaient pas et je me rappelle qu'au début, il fallait que je slalome et que je passe dans les parce que les petits sentiers, mais les gars laissaient pas passer parce que quand tu es 400-500e, enfin, je sais pas, tu laisses moins passer que quand tu es 20e parce il y a moins d'espace et les gars jouent peut-être plus leur, je sais pas, leur vie, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué, à remonter et voilà, j'y arrive, doucement, doucement et puis après les gens commencent à me reconnaître et puis, au fur et à mesure de la course, les gens se sont rendus compte, enfin les athlètes, les coureurs, de ce qui s'était passé et tout le monde s'est mis à m'encourager, à me motiver pour me remonter et ça a été quelque chose de fort et ça a été très motivant. Toi, ton cerveau, il est passé à autre chose à ce moment-là? Tu étais vraiment dans ce qui t'attend devant toi et puis est-ce qu'il y a pas un espèce de défi aussi de te dire quel type de remontée tu peux opérer? Est-ce que ça à partir du moment où l'objectif initial change? Ouais, c'est un peu les 2 parce que je me rappelle, chaque fois me répéter: «Tu as perdu 1 heure, tu as perdu 1 heure, tu devrais pas être là, tu devrais être 1 heure devant et tout», et ça j'ai eu du mal à m'en défaire. Mais d'un côté, j'étais, intrigué par l'idée ou par me dire: «Mais jusqu'où tu peux remonter? Jusqu'où tu peux aller?» Là, tu veux te montrer à toi-même, des choses, bah, là, c'est le moment d'y aller, de mettre les choses en place pour remonter et tout et du coup, du coup, c'est ce que j'ai malgré tout réussi à faire, à laisser les idées noires de côté, puis de continuer, puis, assez rapidement de me dire: «Le but premier c'était d'aller au bout donc vas-y, va au bout, continue».
Mais c'est vrai qu'on était à 2 heures de course et je me rappelle me mettre en mode course au bout de 2 heures, en fait. À l'intensité de course que je prévoyais me mettre, à la sortie de ma FAT, en gros, vraiment peut-être 8-10 heures plus tard. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup, laissé d'énergie, laissé de force dans cette remontada et ça m'a coûté un petit peu plus loin, enfin, sur la fin de course, au niveau de la possession où, bah, là, j'avais plus rien dans le moteur et ça a été compliqué de rejoindre l'arrivée, mais en tout cas, ouais, ouais, c'était quelque chose de ouf, ouais. Il y a eu de la place pour du plaisir malgré tout dans ce que tu racontes, ou c'était plutôt de finir ce que tu avais entrepris, une espèce de mission plutôt? Ouais, c'était plus de la mission. C'était plus une mission, remontada, mission, La Redoute, notamment après, parce qu'après je remontais, j'ai jamais trop suivi finalement mes plans alimentaires. Enfin sur la fin, j'arrivais plus parce que, bah, j'étais dans un autre, registre de course où j'avais trop donné trop tôt, donc j'arrivais plus à manger, plus trop à boire et puis ça a été, la fin de course a été compliquée, notamment à la 2e nuit où j'arrive sur la possession, il se met à faire nuit, il y a le chemin Ratinot, là en bas, là, la Cala, tout ça, c'est un parcours assez, un chemin vraiment compliqué de nuit. Et j'arrive à la possession dans un état second et là, c'était la croix et la bannière pour rejoindre l'arrivée. J'ai pas pu gagner de place, j'étais sixième à ce moment-là, j'en ai plus perdu. Et mon seul but, c'était d'arriver, de rejoindre la ligne c'est ouais, ce que j'ai fait au final, mais ça a été compliqué les ouais, 3-4 dernières heures de course. Tu conclus donc cette diag à la 6e place, tu l'as dit, après 25 heures et 27 minutes de course. Quel apprentissage toi t'en retiens? Qu'est-ce qu'elle a pu t'apprendre sur toi, cette course? Bah, au final, dès que je passe la course, à chaud, je me dis, finalement, un ultra, tu peux vraiment attaquer assez tôt. Je me dis, j'ai attaqué au bout de 2 heures de course, parce que j'étais dans un état de stress et je me dis: «Mieux gérer, ça peut, on peut faire un ultra, en attaquant finalement assez tôt» et il y a quelque chose qui a basculé, en fait, dans mon esprit en me disant: tu peux y aller assez tôt et tu peux attaquer». Voilà, ça a été une aventure folle de remonter et puis de sentir cet engouement des gens qui me soutiennent et qui me poussent et tout. T'es très vite projeté sur l'idée de renouer avec la diag? C'était une évidence? Ouais, 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 dès que je suis arrivé, tu vois, j'étais vraiment fatigué parce que j'avais plus d'énergie, mais musculairement et tout, ça allait et je me suis dit: «Bon, bah, je veux ma revanche, je veux que ça se passe bien». Je prévoyais de le faire, l'année d'après et puis, l'année d'après donc c'était Il y a le Covid 2020, le ouais. Covid 2020. Le dos en 2021. Voilà, c'est ça. Donc en 2020, je repars à La Réunion et je fais le record du Piton des Neiges aller-retour depuis Pierrefonds, le jour de la course, en fait, vers le 20 octobre et puis ça a été un peu mon objectif, de final, enfin de pour terminer l'année. On s'était organisé ça, c'était assez cool. C'était beaucoup moins long, c'était 75 kilomètres aller-retour, mais voilà, en me disant: «Bon, bah, continue dans cette voie-là, il y a du bon» et puis voilà, après bon, il y a eu le dos. J'ai eu aussi mon troisième garçon. Ça a été assez compliqué, parce qu'on a eu pas mal de soucis avec lui sur les premiers mois, donc j'ai pas ouais, ça a été compliqué à gérer. Les choses sont pas enchaînées comme je voulais. En fait, à la sortie de ce grand raid, je me suis dit: «OK, tout part de là maintenant, voilà, on attaque». C'était mon premier grand raid, mon premier 100 miles, j'ai fait sixième. Je fais 25h30 en me perdant, machin, OK, ça je voyais enfin où j'en étais et puis où je voulais aller et puis finalement les 2-3 années qui ont suivi ne sont vraiment pas passées comme je l'avais imaginé et ça a été compliqué, ouais, ça a été compliqué à gérer avec les blessures aussi et puis, et donc du coup, ouais, je reviens sur le Grand Raid en 2022, avec l'espoir de faire mieux, quoi. Faire mieux que sixième. C'est même, quasiment un objectif, d'une vie, non? Tu le décris un peu comme tel, hein? Tu Ouais. l'as décrit un peu comme tel, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de choses en place pour, y performer. Tu annonces tes ambitions aussi, je crois, de Mmh. façon, assez, assez ferme. Est-ce que tu as le sentiment d'arriver dans les meilleures dispositions possibles pour, défendre tes chances, cette nouvelle fois? Ouais, c'est ça comme tu dis, c'était la course d'une vie, je rongeais mon frein depuis 2 ans de ne pas pouvoir être au départ, j'attendais ce moment-là depuis ouais, avec impatience. Je m'étais beaucoup, préparé. Je sortais de blessures l'année d'avant, donc j'étais revanchard. J'avais réussi à faire une bonne préparation tout 2022, à revenir à un bon niveau. Je gagne, une course, à Montreux, puis après à Wildstrubel, stage en altitude, donc j'étais, vraiment à un bon état de forme.
et avec cette idée en tête que je veux faire mieux que 6e et mieux que 25h30. Donc je suis très attendu. J'arrive habituellement début octobre, 3 semaines avant. J'aime bien arriver 3 semaines avant avec la famille, on cale et tout. Là-bas, je revois mes parents, mes amis, je m'acclimate. Et là, j'arrive là-bas, je sortais de gagner ces courses et tout, et finalement, putain, tous les gars me parlaient de cette course-là, quoi. Je partais courir, je sortais faire à la plage ou faire des courses, machin, et tous les gars: «Ah, David, David, grand raid cette année, ça pousse, hein». Et du coup, moi j'étais là, ouais, comme je suis, quoi, je dis: «Ouais, je vais faire mon maximum», et du coup ça m'a, ouah, je sais pas, ça m'a tourné, quoi, enfin, et du coup je suis arrivé, ouais, sur le jour de la course en étant assez, bah, confiant. Ouais, j'étais entraîné, j'étais fort, je me sentais vraiment fort, mais j'avais pas fait le deuil, j'avais pas travaillé en fait sur l'échec passé, de où on s'était perdu, et en fait, si tu veux, le premier mur que j'ai pris en 2022, je l'ai pris plein face et j'ai pas réussi à y faire face, quoi. Oui, parce que l'adage dit jamais 203, mais là, en l'occurrence, ça a été jamais 102 pour Ouais, toi, malheureusement, puisque tu es parti aux avant-postes avec notamment Grégoire Kurmer. C'est passé sensiblement la même chose en termes de balisage, une erreur qui t'a coûté, enfin, qui vous a coûté peut-être un peu moins de temps. ouais, beaucoup moins de temps, ouais. Sauf que t'as pas eu tout à fait la même gestion, en tout cas, que la fois précédente, et une colère très vive à ce moment-là. C'est quoi? Tu sens de l'injustice? C'est de la colère, justement? C'est ça le juste terme? Ouais, ouais, c'était vraiment de l'injustice. J'avais, pareil, en fait, j'avais réussi à me remettre dans un état d'esprit avant la course, pendant ce début de course où j'avais ressenti quasiment les mêmes sensations, le même feeling que j'avais, eu, 3 à 4 ans auparavant, en étant calme, serein, en étant bien, vraiment content d'être, sur les sentiers, de partir la nuit sur Silon. Et en un rien de temps, tout bascule, pareil, je revis la scène passée, là, ce coup-ci, ouais, on était partis avec, Grégoire, on s'était déjà perdu une première fois. Ensuite, on était un petit groupe de 10, et là, c'est incroyable parce qu'en fait, je mène quasiment toute la montée, je suis devant, je mène et personne veut passer. En me disant au bout d'un moment, quand on arrivait en bas du Nez de Bœuf, là, je dis: «Ah les gars, maintenant passez, prenez votre relais, ça fait 1 heure et demie que je cours devant». Mmh. Et là, je sais plus, c'est ouais, le pote d'Antoine Guillon qui passe devant, tu vas pas me croire, et 100 mètres après, on bifurque et on prend une mauvaise route, et là on part, pareil, on redescend, quoi. Et ça, c'est pareil, ce sont des chemins que j'ai pris, que je prends, depuis tout petit, que je connais par cœur, mais là j'étais en 5, 6e position du peloton. Je regardais, il était peut-être 1 heure du matin, je regardais les pieds du gars devant et je savais pas forcément où on allait, je savais qu'on montait. Et là, c'est incroyable. Au moment où je leur dis: «Les gars, allez-y, passez», et ben, bam, on s'égare, 100-200 mètres plus loin, quoi. Et là, on revient en sens inverse, on revoit les lampes, pareil, les lampes, un peu ce que j'avais vécu en sens inverse, les gars qui disent: «Mais vous êtes trompés de chemin, non, c'est vous, non, machin», le temps de comprendre et tout. On a perdu, 17-18 minutes, je crois, mais là, ça a été impossible de se remettre dans un bon état d'esprit. J'ai vraiment éclaté, pété un câble, enfin, ouais, j'ai explosé, quoi. Et Maxime Casajou qui part au sprint, je me rappelle, et moi qui cherche à le suivre et tout pour essayer de remonter un maximum, en un rien de temps et tout. Au final, on s'est cramés tous les 2, et puis, arrivé à Nez-de-Bœuf sur le plat, courir à 18 à l'heure pour essayer de revenir. Donc je reviens à 5-6 minutes de la tête de course de Beignat. Je crois que c'était Beignat Marmisol à ce moment-là, donc rien n'était joué, mais dans la tête, j'y étais plus, j'arrêtais pas de ressasser, j'étais, à me dire: «Ouais, non, c'est injuste, T'étais pourquoi?» sorti de ta course. Ouais, vraiment, j'étais déjà sorti de ma course, et je me rappelle Courtenay, faire toute la montée avec Courtenay et l'américain, le grand américain là, pendant 30 minutes. Elle avait le smile, elle essayait de positiver et tout, et moi je ronchonnais, j'étais là: «Putain, putain», et elle était pisse comme elle est, en train de enjoy, enjoy et tout, cool, et puis, j'ai pas C'est toi réussi. qui étais dans la pain cave, pas Ouais, elle. voilà, vraiment, vraiment ça. Et puis ouais, et puis arrivé en bas, c'était terminé, quoi. Terminé, bonsoir, je veux plus être là, je rentre à la maison, quoi. Donc l'abandon, il devient très vite à l'esprit. Ouais, l'abandon, il vient très vite à l'esprit. En fait, ouais, j'ai vraiment, j'ai pas accepté l'idée, et puis, même aujourd'hui, je regrette pas d'avoir abandonné. Si j'aurais pu même arrêter encore plus tôt, j'aurais arrêté plus tôt. J'ai essayé de continuer parce qu'on m'avait motivé en me disant: «Bah, peut-être que ça reviendra un moment», mais mentalement, j'y étais vraiment plus, et finalement, aussi physiquement, je suis arrivé en bas du taille beat, vraiment déphasé, comme si que j'avais couru pendant 3 jours, je mangeais plus, je buvais plus, j'étais plus. Et donc voilà, j'ai pas réussi à me remettre dans l'état d'esprit nécessaire pour aller au bout, c'était trop dur, trop compliqué, et c'était le moment de rentrer, de laisser ça derrière moi. Donc tu as une réaction qui a été assez vive. Dès le lendemain, de ce que j'ai compris,
en lisant l'article hautement recommandable de Distance Plus de Nicolas Fréret, une réaction qui a été très apaisée finalement déjà. Est-ce que déjà ton regard à ce moment-là, est-ce que tu as le sentiment que c'est cette course-là et cet instant-là qui t'a fait déborder? Est-ce que c'est finalement une goutte d'eau sur une espèce de trop-plein un peu plus global? Tu parlais d'un contexte un peu plus général. Est-ce que c'est un ensemble de choses qui fait que d'un seul coup ça c'était le truc en trop? Ou est-ce que c'est intrinsèquement cette course et juste le fait que le scénario se reproduise, etc., qui t'a mis hors de toi de façon... Enfin, c'est ça qui est responsable de cette colère Ouais, froide. ouais, non, c'était vraiment que ça se reproduise encore une fois, voilà, que je puisse Mm. pas, donner le meilleur de moi-même dans la course la plus juste, j'espérais j'y allais pour gagner clairement donc ouais, la chose se passe pas comme je souhaite et j'ai pas réussi à remettre les idées ouais, au clair et puis, ça a été terminé, et le fait de l'avoir ouais, de l'avoir vécu, avant, bah et en fait, c'est marrant parce qu'on s'est perdu avec Yann, Tchoumi, avec, Mhm. Jean-Philippe Choumy. ouais, Jean-Philippe Tchoumi, et la première année, lui, il termine pas, en fait. Lui, il abandonne et moi, je continue, je vais au bout, je fais 6 et la fois d'après, on se perd encore, ensemble et cette fois-ci, moi, j'arrête et lui, il va, il gagne la course, quoi. Oui, non, il fait deux, je crois. Mm-mm. Oui, je crois, il fait deuxième. Enfin, c'était Ouais. marrant et non, non, donc non, non, c'était terminé, je voulais plus être là, quoi. Vraiment, c'était terminé. Il y a ensuite une petite descente. Ça déclenche en tout cas des conditions psychologiques assez compliquées pour toi, les conséquences de cette course. C'est quoi les premières choses qui sont manifestées, en tout cas, qui t'ont laissé penser que il y avait quand même à avoir un impact assez important de cette course-là sur toi, ton moral, sur ton mental et tout ça? C'est quoi? T'as eu moins d'envie sur plein de choses? Les jours d'après, ça a été, ouais, non, ça a été, bien, enfin non, j'étais triste, déçu, abattu, mais bon, j'en faisais pas une montagne. On est partis en vacances, j'ai un peu décroché et tout et je pensais que j'allais m'en remettre, quoi, comme j'avais réussi à le faire, la fois d'avant et en fait, c'était lorsqu'on est rentré en Suisse, on a fini notre séjour à La Réunion qui avait duré peut-être, 1 mois ou 2 encore après la course. On était rentré début décembre et il a fallu commencer à repartir, courir, à commencer à se remettre et tout et puis quelque chose était cassé, quoi. J'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie de partir courir, plus envie de faire du sport et progressivement ça s'est venu comme ça s'est installé un peu de manière sournoise. Je l'ai pas vraiment vu arriver. De semaine en semaine, j'ai pas fait ouais, j'ai pas eu la clairvoyance de le voir arriver et puis, je me suis retrouvé au mois de mars, avril, en dépression, au fond de mon lit, à plus vouloir bouger, à plus vouloir rien faire et c'en était trop, quoi. Il fallait que je décroche, il fallait que j'arrête et puis, j'ai essayé plusieurs fois de repartir en me disant: «Allez, chaque lundi» où je me dis: «Allez, c'est reparti» et puis ça tenait un jour ou 2 et puis j'avais vraiment plus envie. Donc j'annonce une pseudo-retraite un petit peu plus tard pour, en fait, m'enlever tout ce poids, toute la pression que j'avais pu me mettre parce que bon, bah, j'avais des partenaires, bon, j'ai toujours des partenaires, enfin pas des obligations de résultat, mais c'est moi qui voulais bien faire et tout et en fait, j'arrivais pas à m'en détacher donc j'ai dit que j'arrêtais un peu tout ça et puis, à partir de ce moment-là, j'ai fait d'autres choses et je suis retourné un peu plus vers la famille et tout et j'ai commencé à sortir la tête de l'eau et puis c'était le renouveau mais ça a été, ouais, des mois Un long compliqués, chemin, ouais. un long Une année cheminement. difficile, ouais. Ouais, une année difficile, Tu en parlais autour de toi, David? T'avais la capacité d'aller et non. l'envie, ou c'était un truc que t'avais vraiment gardé pour toi et impossible de partager, de te faire aider? Non, j'en parlais ouais, avec ma femme et tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'en Suisse, je suis assez, comme je le disais au début de podcast, assez isolé. Je connais pas grand monde, ou en tout cas la barrière de la langue ou de mon activité, le fait d'aller, faire du sport un peu toute la journée, ça fait que je rencontre pas grand monde ou en tout cas les gens avec qui je pourrais en discuter ou qui sont dans le même univers que moi. Donc non, non, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup et je garde généralement les choses pour moi. Donc ça s'est resté, ça a travaillé et puis à un moment ça a explosé mais bon ça ouais, comme je l'ai dit, c'est grâce enfin, c'est uniquement parce que je l'ai voulu et j'ai laissé passer, l'orage que je m'en suis sorti parce qu'à un moment, bah, tu touches le fond et tu repars mais c'est parce que, ouais, je l'ai voulu et j'ai décidé d'avancer de nouveau et puis voilà, quoi. Est-ce que tu as pu ressentir une espèce de forme de culpabilité? Le mot est assez fort, mais par rapport à toi, tu parlais de tes partenaires, c'est
je dis pas que c'est forcément la situation devrait être ça, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu ressentir auprès de tes proches, des gens qui comptent? Non, j'ai pas ressenti de culpabilité, mais c'était je sais pas, c'était difficile à mettre vraiment un mot là-dessus, comme si j'étais dans un nuage gris, noir où je sais pas, j'avais pas de sensation, pas d'émotion. J'étais triste, j'avais envie de rien, c'était compliqué. Tu avais la conviction que ça pourrait aller mieux ou est-ce que tu étais Oui, enfermé dans une espèce ouais, d'impasse en disant: non. «C'est un état, dont je vois pas le bout et je verrai pas le bout»? Non, ce que je me dis souvent, c'est que les choses finissent toujours par tourner et qu'à un moment ou à un autre, j'allais m'en sortir. J'ai été, souvent dans des états, enfin, pas dépressifs, mais je veux dire de down parce que j'avais raté une course ou souvent c'est lié au sport parce que ça représente beaucoup pour moi. Mais ça fait toujours fini par tourner et puis je me suis dit: «Bon, bah, ça prendra le temps qu'il faut», mais en gros, voilà, fais autre chose, tu peux faire autre chose, profite un peu, tu es malgré tout en bonne santé, tu es pas blessé et tout et qu'à un moment donné, j'allais faire en sorte de repartir de l'avant ça m'a pris quasiment 1 an, ouais. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment où tu as entrevu un peu cette lumière, espèce de déclic où tu t'es dit: «OK, là, j'ai l'impression que le truc, c'est en train de réenclencher, j'ai un peu plus envie qu'avant, il y a des choses des petits curseurs qui sont en train de bouger, qui m'indiquent que je suis peut-être en train de reprendre le chemin du mieux»? Oh, ouais, c'est lorsque on était en fin d'été au niveau mois peut-être fin août, début septembre, je crois qu'il y avait eu l'UTMB. J'avais complètement décroché et on avait suivi ça, sur l'ordinateur et j'avais ressenti une petite lumière à l'intérieur de moi, une petite flamme se raviver en me disant: «Putain, j'aimerais quand même un jour, vivre ça quoi, le départ, l'arrivée et tout». J'avais eu la chance d'y être quelques années avant, de vivre l'arrivée en tant que spectateur et de le partager avec ma famille comme ça. Et voilà et ensuite il y a eu le grand raid quelques mois plus tard et ça a été assez compliqué. En fait, dès lors que le grand raid s'est passé, comme si qu'il y avait, la boucle était bouclée et que je pouvais à nouveau, partir sur un nouvel épisode. Donc on était au mois d'octobre et du coup ma femme, elle me voyant un peu au fond du trou, en me disant: «Bon, bah, maintenant, je prends ma place quoi, je prends le relais, c'est moi qui vais recourir». Donc je lui dis: «Vas-y, ouais, carrément, vas-y, cours, ça fait 10 ans que tu me laisses Tu as faire». mis ça entre parenthèses, ouais. Ouais, Mmh. voilà et donc j'ai pris un peu plus le relais sur les enfants. Elle a couru et puis, de fil en aiguille, on a commencé à repartager des bons moments en montagne et tout, des sorties, puis c'est revenu naturellement. J'ai travaillé aussi pas mal, hein, sur tout ce qui s'était passé avec des spécialistes et tout et puis, ils m'ont drivé un peu sur comment penser, comment, appréhender les choses et puis, voilà, c'est revenu doucement doucement dans l'ordre Sur les rails, ouais. voilà et puis on en est là aujourd'hui, ouais. Et peut-être dans les facteurs aussi qui t'ont, accompagné, tu en as parlé au tout début de l'épisode, le pain, enfin faire quelque chose de tes mains, en tout cas d'avoir cette occupation-là, ça peut-être aussi, permis de remettre les choses un peu à l'endroit. Tu es coach aussi par ailleurs, on l'a pas Mmh. évoqué, en trail, en triathlon. J'imagine aussi ce contact-là, ce partage, ça a pu te permettre aussi de remettre un peu tout, dans la bonne direction. C'est toujours très complexe, il y a une multitude de facteurs, mais Ouais, ça effectivement, c'est, contribue. le fait de toujours depuis tout petit de faire du sport, je regrette de ne enfin, je regrette, je sais pas si c'est le bon mot, mais de ne rien créer, en fait. Je pense, j'ai un côté artiste, en fait, en moi qui ne s'est pas J'ai vu exprimé que tu sortais durant ton album, le 1er avril ouais, d'ailleurs. voilà, c'est ça, ouais. Bah, là, j'étais à Locarno, la semaine dernière et là, je monte en Hollande ce week-end pour jouer et donc voilà. Non, non, mais voilà, de créer des choses, en fait, c'est ce qui me manquait, ce que j'avais jamais fait, plutôt que, bah, de courir, tu es là, tu répètes, tu es dans ta tête et puis voilà et donc j'ai eu l'occasion de faire ça et puis, je fais aussi, les jardins et tout, je fais des trucs, je tonge, machin, je fais et c'est des voilà, je suis dehors, enfin ou tôt le matin, j'aime bien, c'est calme, c'est serein pour le pain, c'est des trucs c'est assez solitaire, ce qui me plaise bien au final, mais qui me servent beaucoup. Tu l'as annoncé, en tout début d'année, tu es back in the game. On est d'accord que le curseur, il est plus tant sur la performance que c'est le plaisir. Enfin, en tout cas, c'est l'envie, c'est Mmh. l'idée de te bonifier avec l'âge. Et il y a un petit pas de côté quand même globalement sur toute ta démarche sportive jusqu'alors. Il y a des choses qui ont changé. Le jeu dans lequel tu reviens, il est un peu différent de celui que tu as quitté. Ouais, ouais, clairement, c'est ce que je disais, c'est que la performance aujourd'hui n'est plus ma priorité. Je fais pas des compétitions pour les gagner, mais en tout cas pour donner le maximum de moi, de ce que j'ai, au jour le jour, et donc voilà, j'ai envie de refaire des compétitions, de me remotiver parce que ça me guide au quotidien d'avoir des échéances comme ça et puis de partir m'entraîner.
j'ai des garçons qui grandissent aussi et je trouve que c'est bien de donner une bonne image aussi. Ils se dirigent vers la compétition, notamment le plus grand. Donc, Comme c'est bizarre. ouais, ah, lui, il est à fond triathlon et donc c'était important de donner une bonne image. Et après, j'ai quelques soucis physiques qui me permettent pas de m'exprimer pleinement, ou en tout cas, voilà, comme je l'aimerais, mais en tout Problème aux cas, bon, ischios, c'est ça, hein? ouais, voilà, j'ai des problèmes aux ischios qui durent depuis pas mal de temps et je pensais que ça allait être mis de côté, mais ça c'est revenu assez rapidement là, enfin les derniers temps. Mais voilà, c'est pas grave, je vis la course différemment, je désespère pas et puis voilà, c'est cool, quoi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir aujourd'hui trouvé le juste équilibre, d'être mieux armé si tu devais être confronté à des illusions, voilà, comme toi, tu as un peu changé de regard aussi, de Mmh. position. Est-ce que aujourd'hui, tu as construit en tout cas un environnement qui te prémunit autant que ça puisse l'être du risque d'avoir des moments de moins bien? Ouais, je pense qu'il faut simplement, savoir, ce qu'on veut, se fixer des bons objectifs, ne pas demander trop des choses trop, ouais, trop hautes, ou en tout cas, ouais, rester raisonnable, ou je sais pas si c'est rester raisonnable, mais en tout cas, ouais, décider les choses et puis, ouais, Pas se mettre en surpression en tout cas. ouais, voilà, pas Mmh. se mettre en surpression et puis, profiter, ce que je disais, j'ai le petit, le troisième là qui a des difficultés, ne serait-ce qu'à marcher, à manger. Je me rappelle, j'ai un peu oublié quand ça allait pas, tu vois? Mais au final, tu reviens à ces choses-là basiques et tout et puis, bah, tu prends le bonheur où il est et puis, après tu fais la part des choses et puis tu te rends compte qu'au final, on n'est pas si mal, quoi. C'est beau à entendre, Ouais. franchement, c'est touchant. Très heureux en tout cas de voir que tu as pu reprendre le dessus et avancer dans la bonne Mmh. direction. David, on va parler de l'avenir. Là, tu es revenu il n'y a pas très longtemps, tu as repris les championnats de France de cross voilà, Mmh. en master. Tu as été aussi à Chianti, UTMB, Ouais. où tu as eu un peu les soucis dont tu nous as parlé tout à l'heure, notamment aux ischios, mais en lisant le compte rendu de ta course, on comprend que le plaisir a été là. Quels sont tes projets, toi, pour la suite de l'année? Je crois qu'il y a justement un projet avec ta femme et que c'est aussi, toi, une source d'accomplissement, de l'accompagner aussi dans sa pratique et sur ses projets à elle. Donc, de quoi va être fait, de ce que tu en sais, en tout cas, ton année 2024? De quoi tu as envie? J'ai des objectifs cette année qui vont être, assez importants en termes de distance. Je vais certainement être au départ, au Lavaredo Ultra Trail en Italie, que je souhaitais faire déjà l'année Mhm. dernière, mais bon, j'y avais pas été, donc j'y retourne, ou j'y vais en tout cas cette année pour découvrir cet endroit que j'aime beaucoup. Et ensuite ça me mènera, sur la Diag à la fin de l'année, sur le Grand Raid où j'ai été tiré au sort. Donc alors, au mois d'octobre, je serai sur cette épreuve-là, ma femme sera sur la Mascareigne, donc on sera tous les deux de la partie. Il va falloir gérer les enfants, mais voilà, je trouvais ça cool, de boucler la boucle, d'y aller, bah, de faire en tout cas une belle préparation jusqu'à là et voilà, et puis essayer de régler déjà ces problèmes un petit peu de physique et puis ensuite, voir comment l'été se passe, bien se préparer, et puis voilà, ouais, faire les choses bien, intelligemment. J'ai cru comprendre qu'à plus long terme, il y avait peut-être un projet dans un petit coin de ta tête, un projet plus de l'ordre familial, en tout cas un rêve plus à vélo. Pareil, là, l'idée serait de partager aussi Ouais, la découverte et puis la dimension sportive, mais avec les êtres qui sont les plus chers autour de toi. ouais, c'est ce que j'aime vraiment, c'est partir, ce que je répète, d'aller un point A à un point B, d'être sur la route, de voir du pays et d'emmener les enfants, alors à vélo, on voit plus de routes, mais ça peut être, d'une manière différente, mais de bouger comme ça et de leur donner un peu l'envie de voir le monde. Et voilà, c'est des choses que j'aimerais beaucoup faire. On a des projets, ouais, d'ici 2-3 ans. Il faut attendre que le dernier garçon se stabilise un peu, mais ça serait un rêve qu'on a ensemble, en commun, en tout cas avec les enfants. Donc c'est passionnant et puis, bah, ouais, c'est cool. David, dernière question de cet épisode. Il faut conclure avec le motto de la fin, une citation, une devise qui aurait un sens tout particulier pour toi. Alors la citation, ça serait que: «Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu». C'est une citation de Jean d'Ormesson. Je trouve que l'imprévu, l'inattendu, c'est une source de joie et ouais, de joie profonde, une joie authentique, et que, bah, voilà, ça enrichit notre expérience et se laisser surprendre comme ça, c'est, s'adapter au changement, face au changement, s'adapter, donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien lire, d'Ormesson, et c'est quelque chose ouais, qui m'inspire. Très belle citation, effectivement. Ouais. Et puis on sait l'humain capable de Mmh. s'adapter. Tu en étais une parfaite illustration.
Merci beaucoup David, c'est malheureusement la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours sportif et notamment tes deux Diagonales des Fous et bien au-delà de ça, ton cheminement personnel. C'est vraiment essentiel et précieux d'avoir pu partager en tout cas ton retour d'expérience et puis que chacun puisse venir y piocher ce qui pourra l'aider, le guider pour composer au mieux face à des difficultés comme celles que tu as pu connaître. Merci donc de la confiance que tu m'as accordée. Tu es très rare en interview, donc je mesure le privilège que j'ai eu de pouvoir échanger avec toi. Donc merci beaucoup de t'être livré ainsi et puis d'être venu avec autant de sincérité et puis d'authenticité te présenter derrière le micro et pour le plus grand bonheur des auditeurs et puis évidemment le mien. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir. David, tu as l'air sur d'excellents rails pour que tout se passe idéalement. Merci Guillaume, plein de belles choses à toi et aux auditeurs et puis au plaisir de se croiser un jour. Avec grand plaisir. Salut David. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.